Bonjour Thierry. Bonjour François. Content de te retrouver. C'est vrai que dans toutes les évocations qui ont été faites aujourd'hui, à plusieurs moments, liées aussi probablement à la crise de Covid, beaucoup de gens ont remis le grand questionnement de la relation à l'autre, du rapport à l'autre, et spécialement peut-être de ce travail en équipe qui s'est distendu, parce que même si les technologies qu'on nous a expliquées juste avant permettent des choses incroyables, effectivement, on voit moins les yeux des gens, et peut-être que finalement, cet esprit d'équipe qu'on nous a appris à l'école et qu'on a vécu dans le début de nos carrières professionnelles a eu tendance un peu à s'effilocher. Et comme on le fait souvent à Valpré, on a trouvé intéressant de faire venir un spécialiste de l'esprit d'équipe, un docteur de l'esprit d'équipe, qui est capable de nous en parler aujourd'hui. Je vais vous présenter très rapidement Thierry du Sautoir, que tout le monde connaît. Thierry, aujourd'hui, a 42 ans. Il a été rugbyman professionnel pendant plus de 15 ans. Tu as arrêté ta carrière il y a 6 ans. Thierry a compté 80 sélections en équipe de France et est à ce jour le recordman de brassard, puisqu'il a été capitaine 56 fois du 15 de France. Dans une carrière aussi longue, tu as connu beaucoup de succès, mais aussi des échecs dans ton rôle, dans ton jeu. Aujourd'hui, tu as arrêté cette carrière et tu es devenu investisseur dans de nombreux domaines. Tu l'as fait assez vite, après, même, je crois avant même la fin de ta carrière. Déjà, tu t'intéressais à ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi tes activités? Oui, alors mes activités aujourd'hui se situent surtout dans le domaine de la tech. C'est-à-dire qu'en 2008, lorsque j'étais en plein milieu de ma carrière, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais pouvoir faire après cette carrière-là, parce que c'est plutôt au-delà d'une préoccupation, c'est presque une angoisse, de savoir comment est-ce que j'allais me réaliser après le rugby. Et j'ai investi dans une plateforme d'envoi de SMS, plateforme qu'on a cédée en 2021. Et suite à cette session, avec mon associé, on a créé une structure à travers laquelle on investit dans des softwares. Voilà, donc c'est aujourd'hui la principale activité. Ouais. Puis tu es aussi consultant sur Canal+. Parce qu'on a le plaisir ça, c'est pour m'amuser et garder un plaisir un lien de te voir avec à l'écran et entendre tes analyses toujours très pertinentes. Tout le monde sait que le rugby est un sport éminemment collectif. Aujourd'hui, tu es donc dans un milieu professionnel qui est différent du rugby. Tu travailles aussi en équipe. Quels sont pour toi les points communs entre ce que tu as vécu quand tu avais un maillot, le fait qu'aujourd'hui tu n'as plus de maillot, mais tu es dans un collectif économique? Qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est totalement différent? Ce qui est pareil, c'est ce qui nous intéresse tous quelque part, c'est des organisations qui finalement font fonctionner des caractères complètement différents. Ce qui est pareil, c'est la définition finalement d'objectifs, la vision qu'on peut donner à une équipe. L'envie de performer ensemble. En revanche, ce qui peut différencier, c'est on va dire la perception qu'on a de l'extérieur. C'est-à-dire qu'un joueur professionnel est extrêmement mis en avant en termes médiatiques. Et cela, on a du mal à se projeter, à se rendre compte de l'impact que ça peut avoir dans son quotidien et de sa façon qu'il a finalement de gérer cette pression-là. Et sur le côté plutôt opérationnel, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement dans le sport de haut niveau, on a plutôt des facilités à se remettre en question, nos performances. Alors peut-être pas forcément dans un cas toujours bienveillant, mais en tout cas qui est accepté. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser de façon dépassionnée, assez froide la performance pour être meilleur. En entreprise, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile en fait de regarder ces choses-là parce que on va dire le collaborateur va se sentir attaqué, va se sentir peut-être délégitimisé par rapport à ce qu'il a pu faire. Et il faut peut-être mettre un peu plus de gants, un peu plus
de miel finalement dans la façon dont on fait passer le message, chose que je n'ai pas connue quand j'étais sportif de haut niveau. Il y a un tableau d'affichage avec une victoire et une défaite. Dans l'entreprise, c'est plus flou des fois, c'est plus interprété. Oui, c'est plus interprété, mais c'est surtout que le moule est complètement différent, la diversité elle est complètement différente dans l'entreprise. Finalement, dans le sport de haut niveau, on vient quelque part encore plus aujourd'hui qu'à une certaine époque du même sérail. Aujourd'hui, si vous voulez, les joueurs professionnels choisissent cette voie-là à peu près à l'âge de 15 ans. Alors, pour moi, c'est assez problématique, mais la réalité est celle-ci. Et finalement, on tous la même ligne d'analyse, ou finalement le même fonctionnement quant à une performance et quant aux enseignements qu'on peut en retirer. Et pour en retirer le maximum d'informations, il faut être en capacité de faire cette introspection et de pouvoir dire aussi à son coéquipier ce qui a fonctionné ou pas. Quand tu étais rugbyman, enfin quand tu as commencé ta carrière et avant même ta carrière, est-ce que l'esprit d'équipe t'a poussé à être meilleur? Est-ce que c'était pour toi un socle de croissance, ou c'était parfois aussi peut-être un moment difficile à vivre parce que l'équipe te plombait le moral? Comment tu vivais ça par rapport à ta motivation finale? Alors, déjà, le rugby et l'esprit d'équipe, finalement, a été essentiel dans ma construction. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas issu d'un monde de rugby. Je suis judoka. J'ai commencé le rugby à l'âge de 15 ans. D'accord. Et ce sont mes copains du lycée qui m'ont dit bah, Thierry, viens, tu as un physique assez costaud. Bon, j'étais bien loin d'avoir ces mensurations-là, mais en tout cas, à l'époque, ils trouvaient que je pouvais apporter quelque chose. Et finalement, dans mon lycée, ceux qui jouaient au rugby, c'était plutôt les gars en vogue, qui intéressaient les jeunes filles, tandis que moi, j'étais plutôt timide dans mes cahiers et j'étais assez inaperçu, je passais assez inaperçu. Et finalement, le fait de rentrer dans ce collectif-là et de trouver un espace, d'être accepté avec mes capacités, ma personnalité, ça m'a fait prendre énormément confiance en moi. Je me suis dit, mais finalement, je peux rester moi-même. Et en étant moi-même, je peux avoir un impact dans un groupe, dans un collectif. Et cela, dans ma construction, ça a été vraiment essentiel. Ensuite, alors tu as été très, très gentil de rappeler tout ce que j'ai réussi à gagner à titre personnel, mais surtout à titre collectif. Tout ce que j'ai réussi, je l'ai réussi parce que j'ai été dans des collectifs qui m'ont permis d'atteindre ces objectifs-là. Je n'aurais jamais été élu meilleur joueur du monde en 2011 si je n'avais pas été dans un collectif qui me permettant finalement de m'épanouir et de montrer tout ce que j'étais capable de faire. Mais c'est pas que dans un sens. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai su m'adapter à ce collectif-là et mettre mon ambition personnelle au service de cette ambition collective. Quand je commence ma carrière en 2001, je suis un joueur plutôt offensif, on va dire. Ce que j'analyse dans l'équipe dans laquelle je suis, qui était plutôt en difficulté, c'est que effectivement, il faut marquer des points, mais il faut surtout pas en prendre. Et le point principal à ce moment-là, c'était d'avoir des joueurs plutôt défensifs. Et finalement, pour être le plus utile à l'équipe, il a fallu que je change mon jeu, que j'adapte ma façon de jouer. Et c'est vrai que j'y ai pris goût et j'avais des facilités avec mon passé de judoka qui m'ont permis finalement de m'épanouir à ce niveau-là. Thierry a quand même le record de nombre de plaquages en match international, le Coupe du Monde, à plus de 30 plaquages en un match, 31 je crois, donc encore en cours. Quand tu étais capitaine, donc je l'ai dit, plus de 50 fois l'équipe de France, est-ce que ça a changé ton regard sur le travail en équipe? Alors, quand j'étais la première fois qu'on m'a annoncé que j'allais être capitaine de l'équipe de France, j'ai pas compris pourquoi en fait. Je me dis, mais il s'est trompé peut-être. Et je pense que j'ai pas été le seul à le comprendre. Donc j'ai eu ce que beaucoup ont, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce qu'autour de moi, en fait, j'avais beaucoup de joueurs qui avaient à peu près mon âge, mais qui avaient plus d'expérience en équipe nationale.
et qui avait un plus gros caractère. Quand j'ai plus gros caractère, c'est-à-dire l'exprimer plus, donc était des grandes gueules du vestiaire. En gros. Ouais. Toi, tu étais silencieux, tu les laissais parler. Ouais, j'étais beaucoup plus discret. Et donc, je me suis dit, déjà, il faut que tu trouves ta place et que tu gagnes en légitimité. Et j'avais ce poids-là que j'ai compris bien des années après. C'est l'image que je me faisais de ce qu'est un leader. Donc, un leader dans mon esprit. Alors quand on aime le rugby, bon, les amateurs de rugby ont l'image de Jean-Pierre Rive, sa chevelure blonde ensanglantée qui sort du terrain. Donc c'est un joueur qui est charismatique, c'est un joueur qui a réponse à tout, c'est un joueur qui est toujours bon, c'est un joueur qui met de l'ambiance. Donc en fait, c'est un joueur parfait. Et moi je suis arrivé en fait sur le terrain avec cette vision-là, et c'était assez lourd à porter. Donc j'arrivais avec ces deux contraintes assez fortes. Et aussi avec une pression médiatique aussi importante. Et donc, ma manière de manager était très directive. C'est-à-dire, OK, j'accepte tout ce qui est négatif et toute cette pression-là. En revanche, vous allez faire ce que je vous dis parce que c'est moi le chef, en fait. Et alors, je ne sais pas si vous y êtes reconnu, mais bon, bref. Et donc, en fait, je me suis rendu compte en 2011, lorsqu'on a joué la Coupe du Monde, qui a été assez compliquée. On a une période Vous avez pris le pouvoir. De poule première partie de la compétition assez compliquée. Je suis confronté à ce mur-là, où finalement j'ai rencontré les limites de ce management très directif. Et face à la défaite, face à l'échec, ça a amené une grosse remise en question personnelle, une grosse remise en question du groupe et une remise en question, on va dire, ad nominem de la part de mes coéquipiers, qui m'a permis aussi finalement, qui m'a laissé une porte pour pouvoir m'exprimer et donner, en fait, exprimer à quel point j'étais seul, je me sentais seul dans cette direction-là. Et finalement de partager la responsabilité, partager le pouvoir. Et c'est le fait de partager ce pouvoir, faire un management un peu plus collaboratif et finalement utiliser les forces que j'avais de leadership que j'avais dans mon équipe que je n'utilisais pas, m'ont permis finalement de engager différemment mes coéquipiers et deux, finalement de multiplier les points de pression et de m'alléger finalement de celles que j'avais au-dessus de la tête. Donc voilà, donc le management m'a permis mon parcours en équipe de France m'a permis de faire évoluer cette vision-là du management et d'avoir beaucoup plus de tolérance vis-à-vis des dirigeants d'entreprise, de ceux qui parfois doivent faire des choix, parce que quand on se retrouve là dans ces situations, on se comprend de toute la difficulté. En entreprise, souvent le manager est épaulé et n'a pas il fait beaucoup de choses, mais il ne dirige pas directement un service ou une fonction ou un métier, il emmène tout le monde autour d'un projet. Quand tu es capitaine de l'équipe de France de rugby, tu es capitaine du 15 et tu es en même temps en troisième ligne. Donc tu as deux responsabilités qui sont coexistantes et très importantes, parce que comme tu le dis, ça joue à très vite et à très haut niveau. Comment tu gérais ça dans ta tête? C'est-à-dire, comment tu alliais ta rigueur de joueur, et notamment ta rigueur défensive, même si tu as quand même marqué 2 essais néo-zélandais en 2007 et en 2011, et en même temps ton rôle de capitaine? Je crois que malheureusement j'avais trouvé la formule. Parce que ce qu'il y a de très difficile lorsque tu es capitaine et que tu as un rôle finalement opérationnel, exactement, c'est de dire si l'équipe va bien et que tu ne joues pas très bien, on va dire bon, ok, l'équipe va bien, donc peut-être qu'il profite finalement de ce mouvement-là collectif, mais est-ce que c'est le joueur qu'il nous faut? En revanche, si tu es très bon et que l'équipe va moins bien et que finalement on sent des dissensions, on va te dire plutôt, mais tu es un très bon joueur, mais est-ce que tu mérites le capitana? Donc en fait, c'est toujours un équilibre assez compliqué à faire. Mais la seule façon que j'ai trouvé, c'est finalement rester moi-même. Et comme je te le disais tout à l'heure, je m'étais fait une image de ce capitaine toujours parfait, grand leader, grand dans l'opérationnel. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans les meilleurs matchs que j'ai pu faire, c'est en respectant finalement ma façon de voir des choses, en parlant le moins possible peut-être
en laissant la place à mes coéquipiers qui avaient plus de facilité dans ce rôle-là, et en me concentrant finalement sur ce que je faisais de mieux sur le terrain. C'est là que tu as sorti que tu avais trouvé le sens de ton capitana. Le sens, c'est plutôt le sens. Je m'en suis rendu compte sur le long terme, où finalement je me suis rendu compte que mon rôle de capitaine, c'était plus de mettre en musique, de mettre les conditions nécessaires pour que mes coéquipiers s'expriment le mieux possible. Et cela, finalement, je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est accepter de se mettre en retrait par rapport au collectif. C'est pas toujours facile, mais pour moi, c'était véritablement le sens du capitaine. On va pas transformer notre interview en un plateau de Canal+, mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, puisque tu es là quand même, de te poser une petite question d'actualité, et qui est liée en partie à ce que tu as vécu, parce que, encore une fois, tu as vécu des heures ardentes, une finale exceptionnelle en 2011, et puis après 2015, qui a été un moment difficile. Donc tu as connu des hauts et des bas, toi aussi. Donc on a connu l'échec il y a un petit mois, un mois quasiment jour pour jour, contre l'Afrique du Sud. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour, quand on vit un échec comme ça, quelles sont les bases de la reconstruction? Pas forcément, tu as peut-être des idées sur l'équipe de France elle-même, mais certainement, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu aborderais les choses, toi? Alors déjà, faut déjà l'accepter. L'accepter, c'est avoir un regard objectif sur sa performance. Donc, la lucidité. On n'y est pas encore. Lucidité, avoir un regard objectif. Alors, tu me vois peut-être venir. Je vois très bien. L'un des premiers réflexes, ça a été de se retourner, de mettre en cause l'arbitrage. Ouais. Alors, on peut critiquer l'arbitre. Je pense que les Sud-Africains auraient des choses aussi à dire. Mais il y a des éléments factuels qui expliquent cette défaite-là. Donc déjà, accepter cet état de fait, qu'on a été battu par meilleur que soi. C'est pas le plus facile, parce que ça appelle à peut-être de l'humilité, mais aussi de la remise en question. C'est pas automatique. Ensuite, laisser le temps, accepter qu'il y a une période aussi pendant laquelle où on est un petit peu déstabilisé, on a besoin aussi de récupérer, laisser faire le temps. Et à partir du moment où on a accepté ces choses-là, on va commencer à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et à commencer à faire des ajustements nécessaires. Moi, je pense que sur cette équipe-là et sur cette Coupe du Monde-là, ce qui est vraiment dur, c'est que c'est une équipe pour laquelle on avait beaucoup d'attentes et d'espoir. Je pense que les joueurs aussi. Mais il faut aussi accepter qu'en phase 2, ils avaient une équipe qui est maintenant double champion du monde, avec beaucoup d'expérience, et qui a été innovatrice dans sa façon d'aborder le rugby, dans sa manière de sa manière stratégique. Sa gestion collective aussi. Sa gestion collective. Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact, si vous voulez, en quart de finale de Coupe du Monde, être en capacité de mettre votre numéro 10, numéro 9, qui sont probablement les postes les plus importants, parce que ce sont les stratèges de l'équipe, les titulaires, les mettre sur le banc. Faire ce pari-là, donc ça montre quand même une force collective, et puis aussi on va dire une adhésion de la part des effectifs dans la vision du chef, de l'entraîneur. On a demandé au numéro 9 qu'est-ce qu'il en pensait. Il a dit je fais confiance au coach. Mais ça, c'est quand même incroyable, parce que c'était sincère, c'était pas du bullshit. Parce que déjà, ce sont des champions. Ouais. Et une Coupe du Monde, on n'en joue pas tous les jours. Dans une carrière, des grands joueurs qui n'ont pas joué des Coupes du Monde. Un joueur comme John Alomou n'a jamais été champion du monde. Donc c'est un moment vraiment particulier dans la carrière d'un sportif. Et accepter, avoir l'humilité de dire mais moi je me mets service au collectif, c'est exceptionnel. Et ça, cette force-là, il faut la mettre en avant. Et donc il y a plein de choses, donc je ne vais pas vous ennuyer avec des observations techniques, mais qui montrent et qui expliquent en fait pourquoi est-ce que l'équipe de France a été battue par l'Afrique du Sud. Parce que tu as connu toi aussi cette défaite d'un point. Et oui, en finale, elle n'est pas facile en finale, mais où l'arbitrage avait été aussi discuté. Il y a des similitudes quand même, hein, tu vois. Oui, après, avec le temps, ce que tu comprends, c'est que lorsque tu es vraiment meilleur que ton adversaire,
c'est pas l'arbitre qui fera la décision. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, sur mon match aussi, il y a plein de décisions qui peuvent être contestées, qui sont contestables. Ceci étant dit, si ce jour-là, on avait été meilleur que les Néo-Zélandais, on aurait gagné ce match-là. Et sincèrement, il n'y a pas tant de regrets à avoir que cela pour notre génération, parce qu'on était au maximum de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Mais quand j'en parle avec mes coéquipiers, bien sûr, il y a une... On va dire il y a une grosse déception, il y a une grosse blessure parce qu'effectivement chuter aussi près de l'objectif c'est quand même assez rageant. Mais aussi une fois que la colère est passée, la déception est passée, l'honnêteté de dire aussi que l'équipe qui a été la plus régulière sur la compétition a gagné. Merci Thierry, merci de ton témoignage. Je pense que vous comprenez pourquoi il a été si longtemps notre capitaine, je crois. Avec toute sa franchise et son honnêteté aussi d'expression.